Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette troisième et dernière journée des championnats du monde de partie rapide. Chez les joueuses, c'est la chinoise Tan Zhongyi qui s'est imposée, tandis que dans la section open, c'était hyper chaud. Magnus Carlsen avait caracolé en tête tout le tournoi, mais une défaite malencontreuse contre Vladislav Artemiev a relancé la course au titre. Et avant la dernière ronde, on retrouvait trois joueurs ex aequo. Magnus Carlsen qui affrontait Para Magsoglu avec les blancs. Ex aequo avec Vladislav Artemiev qui affrontait Fabiano Caruana avec les pièces noires. Ex aequo aussi avec le jeune allemand Vincent Keimer qui affrontait avec les pièces noires notre Maxime Vachier-Lagrave national. Donc trois joueurs ex aequo qui s'affrontaient à distance lors de cette dernière ronde. Et pour la partie du jour, j'ai choisi celle qui a finalement décidé du titre de champion du monde de partie rapide 2022, celle de Magnus Carlsen. Il a joué beaucoup B3 durant ce tournoi, il a aussi joué C4 et D4, mais ici pour cette dernière ronde, il joue E4. Son adversaire, le numéro 1 iranien, choisit la défense sicilienne, cavalier F3, D6, pas d'anti-sicilienne. Magnus Carlsen accepte le combat théorique une fois n'est pas coutume et ouvre la sicilienne. C'est prenez 4, prenez 4, cavalier F6, cavalier C3, tout ça est très normal. Et là, à la croisée des chemins, pas de Najdorf, pas de dragon, mais une sicilienne classique avec cavalier C6. Et donc après fou G5, on a notre variante Rauser. E6, dame D2, c'est le plan. Les blancs sortent leur dame en premier pour préparer le grand roc. A6, un coup toujours très utile dans la défense sicilienne pour empêcher la venue d'une pièce en B5, mais aussi pour préparer la poussée B7, B5. Grand roc, je l'avais expliqué, c'est le plan. Le fou est venu en D7. Là, deux possibilités. On peut jouer le pion F en F4 ou en F3 pour plutôt jouer avec G4 et H4. C'est cette deuxième option qu'a choisi Magnus Carlsen. F3. Et donc là, un coup un peu surprenant pour qui n'est pas bien au fait de ces siciliennes Rauser, mais que m'a expliqué Laurent Fressinet lors de nos commentaires en direct sur Chess24 FR. Le coup cavalier prend D4. C'est un peu surprenant parce que ce cavalier est déjà sorti. Et on peut se dire pourquoi ne pas jouer tout simplement fou E7 ou un coup comme dame C7. Il y a plusieurs raisons. C'est d'abord que la dame n'est pas si bien placée en D4. Elle va pouvoir se faire attaquer. Donc même si elle rayonne pour l'instant, elle peut être une cible. La deuxième raison est que les blancs peuvent toujours, eux, échanger. Et après, fou prend C6. Le fou tape sur un mur et bloque la colonne C. Donc en fait, c'est pas dit que le fou n'est pas mieux placé en D7 qu'en C6. Et enfin, dernière raison, plus subtile, c'est que le plan des blancs, c'est de jouer G4, puis G5. Donc il faut pour ça bouger le fou. Donc si le fou vient en E3 pour libérer le pion G, et qu'ensuite les noirs décident de prendre, les blancs reprendront évidemment non pas avec la dame, mais avec le fou. Et donc pour éviter cette option au blanc, et les noirs prennent tout de suite en D4. Dame prend D4 et fou E7 seulement maintenant. Quand on fait grand roc, on a le roi moins bien protégé qu'après un petit roc classique. Et donc le coup typique après grand roc, c'est roi B1 pour retrouver le roi bien protégé derrière ces trois pions du roc. Les noirs font B5, c'est un coup qui prend de l'espace et qui va permettre de jouer B4, chasser le seul défenseur du grand roc des blancs et donc préparer l'attaque à l'aile dame. Les blancs font de même. Il n'y a pas encore de roc opposé, mais les noirs ne vont pas faire grand roc dans cette position. Ils vont soit laisser le roi au centre, non pas jouer roi F8 non plus, pardon, soit jouer avec petit roc. Donc on aura des rocs opposés. Donc les blancs doivent se dépêcher. On ne peut pas perdre trop de temps. Il faut commencer à pousser les pions pour attaquer. Ici, une petite surprise et peut-être un coup douteux de Para Magsoglu. Il a joué tour B8. Le coup principal est dame C7. Magnus aurait sûrement répondu comme dans la partie par G4 et après petit roc, une position typique de ces Sicilian Rauser avec des rocs opposés et trois résultats possibles, c'est très chaud.
Donc tour B8 un peu douteux parce que la dame va de toute manière devoir aller en C7. D'ailleurs, Parham l'a mise ici dans la partie. Tandis que la tour, on n'est pas certaine que sa place soit B8. Peut-être qu'elle peut rester en A8 et on mettra l'autre tour en C8 ou en B8. Peut-être qu'elle viendra en C8. Donc pourquoi choisir tout de suite la place de la tour alors qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc dame C7 bien plus souple. Cela dit, tour B8 est loin d'être idiot. Ça prépare B4 qui pour l'instant était impossible à cause de la dame D4. Donc tour B8, G4 des blancs, il faut y aller. B4 attaque le cavalier, cavalier E2 et A5. Donc, les deux camps, de manière assez typique, poussent les pions devant le roc adverse, alors, devant le roc des blancs pour les noirs et devant le futur roc des noirs pour les blancs. Pardon. Le cavalier est venu en G3. Plusieurs idées à ce coup. Tout d'abord, c'est pour libérer le fou sur cette diagonale, le fou F1 qui n'a pas encore joué. La deuxième, c'est pour piquer la case H5. Alors, on peut se demander pourquoi je parle de piquer la case H5 au noir alors qu'il y a un pion en G4. Tout simplement parce que le plan, c'est de bouger le fou et de jouer G5. En 4G5, les noirs auraient adoré pouvoir répondre cavalier H5 et bloquer l'avancée des pions blancs. Mais là, ils ne pourront plus. En plus, après G5, si le cavalier doit aller ailleurs, le cavalier blanc pourrait bondir en H5, c'est aussi une option. Donc cavalier G3, très bon coup. Dame C7, maintenant, non seulement pour faire passer l'autre tour, une fois que les noirs auront roqué, mais aussi la dame vient sur cette colonne C, ça c'est assez évident. Elle vient aussi de manière plus subreptice, peut-être, sur la même diagonale que le cavalier G3, qui est bien placé comme je l'expliquais, mais qui est aussi en l'air. Il n'est pas protégé, donc il faut toujours faire attention aux combinaisons. Par exemple, il faut être sûr qu'on ait un bon coup en cas de D5. Pour l'instant, c'est le cas. Donc Magnus Carlsen a joué fou E3, un coup de repli un peu surprenant peut-être, mais ça menace G5. Et sur le coup trop primitif à H5, les noirs feraient H6, gagnent un tempo sur ce fou. Évidemment, on ne veut surtout pas échanger. Donc on viendrait en E3, mais c'est plus difficile d'attaquer. Et là, les noirs sont très contents de ne pas encore avoir roqué, parce qu'en 4G5, on prendrait en G5, et tout d'un coup, la tour H8 revivrait, sans même avoir joué de la partie. Elle est sur une colonne ouverte, elle met la pression. Et on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait avec les blancs dans cette position. Donc fou 3 d'abord est bien meilleur, bravo Magnus. Sur D5, on a la réponse E5, donc tout va bien. D5 n'est pas un coup. Et Parham, dans cette position, a décidé de replacer la tour B8 en C8. Alors c'est pas totalement un aveu d'échec, du coup tour B8, parce qu'il a servi à jouer B4. Mais on comprend que le coup de tour B8 était peut-être imprécis quand on voit que la tour a dû rejouer 3-4 coups plus tard. Donc, tour C8, menace dame prend C2, échec. Ici, Magnus Carlsen a joué le très naturel coup tour H2. C'était le coup que j'avais proposé en direct. Laurent Fressinet, lui, préférait le coup dame D2. Et sur D5, qui attaque le cavalier G3, les blancs ont une réponse typique. E5 attaque le cavalier F6. On peut se dire, mais c'est en prise. Mais en fait, non. Car après dame prend E5, les blancs gagnent. Si vous voulez faire pause pour trouver comment, allez-y. C'est pas très compliqué. Simplement après fou F4, la dame noire n'a pas de case. Donc un joli enfermement de dame au centre. Donc tour H2, c'était le coup que j'avais proposé. Dame D2, c'était le coup que Fraisse avait proposé. Le coup de l'ordinateur était tout autre, mais pas très humain. C'était le brillant fou A6. Laisse les noirs prendre en C2. Avec l'idée que sur dame prend C2 échec, on jouera à 1. La tour C8 est attaquée et les blancs menacent aussi tour C1. Donc sur un coup comme tour A8, contre-attaque sur le fou A6, on revient en D3, on gagne un tempo sur la dame qui revient en C7. Bilan de l'opération, les noirs ont certes gagné un pion, mais perdu beaucoup de temps. Et maintenant les blancs ont le roi bien en sécurité et passent à l'attaque. G5.
On voit à quel point le cavalier G3 est idéalement placé pour éviter cavalier H5. Et donc la position est gagnante pour les blancs malgré le pion de moins. A noter que l'ordinateur poursuit la variante par E5 contre-attaque sur la dame. Et ici, sereinement, il échange les dames. Dame C4, comme si de rien n'était. Malgré le pion de moins, la position est écrasante. Dame prend, fou prend. Le cavalier doit bouger en G8. C'est une poubelle. Cavalier F5, fou prend F5, E prend F5. Les pièces noires ne jouent pas. Et donc malgré le pion de moins en finale, les blancs sont totalement gagnants. Mais donc Magnus n'a pas joué le meilleur coup d'après l'ordinateur, mais le deuxième meilleur coup, tour H2. Ici sur Roc, il y aurait eu G5. Et l'attaque blanche devrait arriver en premier. Parham a décidé de jouer D5, le coup libérateur de la sicilienne. Et là en plus, ça crée des menaces sur les pièces blanches en l'air, non protégées. Mais comme tout à l'heure, on peut répondre sereinement par E5. Et ici, on se dit, si le cavalier qui est attaqué doit aller en G8, c'est vraiment l'énorme poubelle. Les blancs font F4, les noirs ne jouent pas. Le cavalier est inactif, tout comme la tour. Le roi noir est au centre, ne devrait pas survivre très longtemps. Mais dans cette position, Parham Maghsoodloo, qui est quand même un excellent joueur, plus de 2700 en partie lente, numéro 1 iranien, a joué le brillant petit roc. Soulignons que le cavalier F6 est imprenable. Après E prend F6, il aurait repris tout simplement. La dame est attaquée, le cavalier G3 aussi. Et les noirs ne sont pas moins bien dans cette position. Donc que faire si on ne prend pas? Eh bien, pas le naturel fou D3. Naturel parce que c'est la seule pièce qui n'a encore jamais joué. Donc on peut se dire, je la mets sur une balle diagonale. Là, les noirs seraient mieux. Parce que le cavalier est toujours imprenable. On peut jouer fou A4. Mais la pression sur le pion C2, alors, pour l'instant il est bien protégé, il y a 3 défenseurs. Mais ça libère aussi la case D7. Donc en cas de pion prend F6, fou prend F6, ça ne va pas du tout pour les blancs. Toujours la dame attaquée, le cavalier G3 aussi attaqué. Et sur dame F4, il y a une mauvaise surprise, fou E5, qui ramasse beaucoup de matériel. Après dame G5, on va perdre la dame. On arrive toujours à se faufiler, mais tout simplement fou prend G3 et les noirs sont gagnants. Pion de plus et une meilleure position. Maintenant, le roi noir est en sécurité. Donc pion prend F6 ne va pas. Dans cette position, si on joue un coup comme G5 pour vraiment attaquer le cavalier, eh ben, il vient en D7, attaque le pion E5, et sur un coup comme F4, il y aurait fou C5 et les noirs gagnent à nouveau. Là, cette fois-ci, la dame est enfermée. Alors, on peut encore jouer fou prend H7 échec pour ne perdre que, avec des guillemets, une pièce, mais c'est évidemment perdant. Donc en fait, fou D3 ne va pas. Mais Magnus a trouvé le meilleur coup, celui qui était suggéré par l'ordinateur un coup auparavant, fou A6. C'est maintenant beaucoup plus facile à trouver parce que le pion C2 n'est pas en prise sur échec, mais c'est quand même brillant. L'idée, c'est qu'après tour A8, il vient maintenant en D3. Le fou a dépensé 2 tempi pour venir en D3, mais c'est en fait à gagner un temps et non pas perdu un temps parce que la tour est mal placée en A8. Donc bravo Magnus pour cette jolie manœuvre, fou A6 puis fou D3 et non pas fou D3 directement. Parham a mis l'autre tour en C8. On ne peut toujours pas prendre ce cavalier F6 qui est en l'air, en prise même depuis 4 coups maintenant. Après fou prend F6, c'est toujours pareil. Sur dame F4, il y a fou E5. On peut imaginer un coup comme fou F4 pour contre-attaquer sur la dame, mais maintenant les noirs peuvent même prendre, surprise, tour prend C7, et donc les blancs se retrouvent une nouvelle fois avec un pion de moins. Ouais, sur fou prend H7, roi prend H7, tour prend D4. On a rétabli l'égalité matérielle, mais les noirs sont quand même mieux avec une domination centrale et un fou contre un cavalier. Donc Magnus n'a évidemment pas pris, il a joué dame F4. Maintenant, E prend F6 est une vraie menace, du moins c'est ce qu'on croit.
C'est même tellement ce qu'on croit que Param a joué cavalier 8, mais il aurait pu jouer A4. Alors ça n'aurait pas changé l'évaluation de la position, qui est que les blancs sont gagnants. La position était gagnante depuis quelques coups au moins. Mais E'6 ne va pas dans cette position. La dame est mal placée. On ne joue pas fou F6, on joue E5. Attaque la dame, qui n'a qu'une seule case, dame G5. Fou prend F6, attaque la dame à nouveau. Une seule case, dame H5. G6 attaque la dame à nouveau. Une seule case, dame H6. Fou G7 attaque la dame à nouveau. Une seule case, dame G5. Et F6 enferme la dame définitivement. Et donc les blancs perdent. Mais, en fait, ça n'aurait rien changé. Parce que sur A4, on aurait pu jouer G5 et forcer cavalier 8. Et en fait, après dame F4, Param a joué cavalier 8. Et il y a eu G5. Donc, si là, il aurait joué A4, ça aurait transposé dans la même variante A4, G5, cavalier 8. Donc, en fait, cavalier 8 était un très bon coup. Juste A4 tendait un dernier piège, peut-être. Mais il y a peu de chances que Magnus se soit dit « Ah tiens, cette fois-ci, je peux prendre », si ce n'était pas le cas. Donc, a priori, le quintube champion du monde de partie classique aurait joué G5 et quand même remporté cette partie. Bref, il y a eu cavalier 8, G5 maintenant. À noter, surtout pas H5, on peut se demander, on a deux pions G4, H4, on sent qu'il faut les pousser pour créer des faiblesses et ouvrir cette aile roi. On peut se demander lequel pousser. Eh ben, pas H5, parce qu'après H6, on a du mal à jouer G5, avec la dame très mal placée maintenant, parce que le fou pourrait reprendre. Ça ne va pas. Donc, on fait bien G5. Param a répondu fou C5, que je n'aime pas, c'est trop lent. Alors, le coup le plus agressif pour essayer d'ouvrir des lignes, c'est assez typique, c'est même pas de jouer à 4 puis B3, c'est de faire B3 tout de suite. Mais ça ne va pas. Alors cela dit, les blancs doivent quand même jouer avec précision. Par exemple, le naïf apprend B3, permet A4. Et là, les noirs sont même gagnants d'après l'ordinateur. Donc ça peut quand même aller très vite. Mais apprend B3 est mauvais. Alors c'est dans les positions tranquilles, on a l'habitude de reprendre vers le centre. Mais là, c'est pas ce qui prime du tout. On n'est pas là pour jouer sur le contrôle central, etc. On est là pour essayer de résister à l'attaque adverse et mater de notre côté. Donc on ne va pas ouvrir des colonnes, ce qui est le cas après apprend B3 à A4, par exemple sur B4 A3, et c'est la petite différence sur sur B3 A2, pardon, et les noirs mat. On va plutôt reprendre du pion C, et sur A4 on fait B4, et sur A3, et ben c'est pas grave, on s'en fiche, on va attaquer de notre côté. Alors, cela dit, ça faisait humainement un peu plus peur que ce qu'a joué Param. Donc dans cette position, l'ordinateur, dès que c'est totalement gagnant, il affiche un plus 5. Mais je trouve que visuellement, ça paraît un peu plus tendu que dans la partie où après G5, Param Makhloudlou a joué fou C5. Magnus a simplement échangé, puis joué H5. Alors l'ordinateur, toujours lui, disait que fou prend H7 était déjà possible, mais pourquoi ne pas jouer H5? Les noirs n'ont pas une once de contre-jeu. C'est pour ça que j'aurais préféré quand même voir B3 qui faisait un peu plus peur. Dans cette position, Param Makhloudlou a joué fou B5. Cette fois-ci, maintenant que le pion est en H5, fou prend H7 est assez évident. Après roi prend H7, on comprend quand même l'idée de Param en jouant fou B5, c'était de libérer la 7ème rangée, le fou étant en D7. Donc là, après dame prend F7, il aurait pu essayer de se défendre par tour C7. Bon, ça serait quand même totalement gagnant pour les blancs. Par exemple, après dame G6, roi G8 ou roi H8, peu importe, on peut faire H6. On peut même récupérer le pion E6 sur échec. Il y a une pièce de moins, mais l'attaque blanche est gagnante. Et visuellement, ça a bel et bien l'air gagnant, donc c'est assez facile à juger. Mais Magnus Carlsen a été encore plus précis. Plutôt que de prendre en F7, il a joué G6, échec. Sur roi H8, c'est H6. Sur
roi G8, c'est dame prend F7. Donc les noirs n'ont pas le choix, il faut prendre. Ici, on peut être tenté de prendre. Bon, tout gagne, hein. Donc on peut être tenté de prendre pour appâter le roi. Mais c'est un peu faire échec trop tôt parce que, bon, là on va gagner. Par exemple, l'ordinateur donne cavalier E4 avec menace tour G2 suivi de tour H1, hein, pas tour G1 parce que la dame contrôle, mais tour G2 suivi de tour H1, c'est une grosse menace. On a dame, 2 tours et un cavalier en attaque contre un roi bien seul. C'est pas surprenant que ce soit gagnant. Mais beaucoup plus simple à calculer, c'est après F rang G6 de jouer dame F7. D'abord, on pique les cases de fuite au roi et seulement après, on fera échec et mat. Et non pas simplement échec. Et donc sur G5, H6, cette fois-ci, les noirs ne peuvent plus empêcher l'ouverture décisive de la colonne H. Le seul coup pour ne pas se faire mater tout de suite, c'est de jouer dame prend C2 et de dévier la tour auprès d'une dame, évidemment. Parham Maghsoodloo a préféré abandonner. Donc voilà, Magnus Carlsen a remporté sa dernière partie. Finalement, les joueurs qui étaient ex aequo avec lui avant cette dernière ronde ont perdu pour Vladislav Artemiev face à Fabiano Caruana et fait match nul au bout du suspense pour Vincent Keimer face à Maxime Michel-Lagrave. Mais Vincent Keimer a vraiment montré d'excellente et d'impressionnante qualité. C'était de la Deutsche Qualität de bout en bout. Juste à la fin, une petite gaffe en Zeknot qui a permis à Maxime Michel-Lagrave de faire match nul et donc à Magnus Carlsen de remporter ses championnats du monde de partie rapide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'analyse vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Merci à celles et ceux qui le font. Et je vous dis à demain pour le championnat du monde de Blitz. Retrouvez-moi en compagnie de Laurent Fressinet sur Chess24 FR, puis sur ma chaîne pour l'analyse de la partie du jour. Ciao!